Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce webinaire sur la gestion de crise et la cybersécurité. Donc aujourd'hui à l'agenda, donc on va donc bien sûr rappeler le contexte de la crise sanitaire, crise effectivement Covid-19. On va regarder en fait plus en détail la corrélation qu'il peut y avoir entre la gestion de crise et les différences avec la gestion des incidents, et puis bien sûr des cas très concrets. Comment se passe en fait une gestion de crise? Qui doit-on former? Quelles sont les compétences nécessaires? Que veut dire le cyberentraînement? Et comment on peut poursuivre de manière très concrète les formations? Et pour cela, aujourd'hui, on a avec nous donc Emen Zrebi qui va se présenter. Emen, tout de suite. Bonjour. Bonjour, donc Ayman Zrebi, consultant en cybersécurité et protection de données chez TNP. Voilà, et donc on a avec nous aussi Gérard Pasuelo de notre partenaire ISE Systems. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Gérard Pasuelo, manager cybersécurité chez ISE Systems, une structure ESN d'environ 75 consultants avec un pôle important en cybersécurité depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, donc ISE System est le partenaire en fait de TNP Consultant, et comme vous le voyez donc des compétences et des expertises très complémentaires en fait au cabinet de conseil TNP Consultant, centré au cœur du métier de la data et notamment de la protection de la data qui est le sujet aujourd'hui. Et donc on va bien sûr regarder un peu plus en détail maintenant l'aspect actualité, mais avant de démarrer, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez poser à tout moment vos questions sur le chat que vous voyez donc sur l'application. Donc n'hésitez pas, on répondra à la toute fin de cette session aux questions que vous pouvez avoir donc sur ce thème, comment gérer une crise, pourquoi et comment former les équipes aux différents scénarios. Donc premier sujet peut-être d'actualité bien sûr, comme tout le monde, vous avez bien sûr compris et donc pris en compte les effets de la crise et quelles sont effectivement aujourd'hui dans le cadre de cette crise les conséquences qu'il peut y avoir notamment sur le terrain des jeux des cyberattaquants qui bien sûr profitent de cette situation pour redoubler en tout cas de certaines des attaques. Alors le premier sujet donc Emen, c'est quels sont peut-être les effets et quelles sont les conséquences en fait ou l'accélération sur ce sujet-là. Alors effectivement, aujourd'hui, le terrain il est vraiment très favorable à des cyberattaques et comme à leur habitude, aujourd'hui, les pirates et hackers ont surfé un peu sur la vague de la crise sanitaire, profiter surtout de la situation de fragilité des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, on remarque une augmentation très importante sur les attaques via phishing. Donc, ils vont profiter surtout de cette situation de vulnérabilité des utilisateurs. Autre chose qu'on a remarqué, c'est par rapport aux attaques de ransomware. Donc, on peut citer un peu deux dernières actualités, celle de Cognizant, qui est une entreprise qui se retrouve dans plusieurs chaînes de sous-traitance. Donc, vous pouvez imaginer l'importance et l'impact d'un tel événement sur toute cette chaîne de sous-traitance. Cognizant a fait l'objet d'une attaque via ransomware. On peut citer aussi le cas du laboratoire britannique HMR, qui lui aussi a été victime d'une attaque via ransomware. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est un changement de tactique de la part de ces organisations. Donc avant, on avait des attaques, on va dire, ransomware, où on allait chiffrer et puis demander une rançon pour chiffrer les données. Aujourd'hui, il y a une étape d'exfiltration de la donnée qui a été rajoutée à ce process. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un double moyen de pression. Donc, d'un côté, le ransomware qui impacte l'activité, l'aspect business de l'entreprise, mais aussi l'exfiltration de données qui expose cette organisation à des risques d'image, mais pas que, à des risques aussi réglementaires, notamment dans le cas de violation de données. Donc, aujourd'hui, un contexte très tendu. Par ailleurs, il va falloir ne pas baisser la garde et rester vigilant.
Alors, donc, Ayman, justement, c'est dans ce contexte-là qui est très particulier, qui est unique, bien sûr, de crise sanitaire, où en sont les projets finalement de cybersécurité dans les organisations, puisque c'est bien sûr des choses qui étaient déjà d'actualité, mais aujourd'hui, où en sont les organisations? Alors, aujourd'hui, l'activité cyber, de manière générale, on remarque une forte sollicitation. Par ailleurs, il y a une forme de réarbitrage un peu imposé par cette situation. Et donc, on a une nouvelle priorisation des projets avec, par exemple, la mise en avant des projets qui sont en lien avec la sécurisation des accès à distance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation donc, où la grande majorité est en télétravail. Et donc, on va dire qu'il y a un réarbitrage, il n'y a pas une baisse de l'activité cyber. Par contre, il y a un shift. Donc, il y a des projets qui sont aujourd'hui en stand-by parce qu'ils ne sont pas prioritaires compte tenu de la situation. Et il y a d'autres projets qui ressortent aujourd'hui, notamment tout ce qui est accès à distance et sécurisation des accès à distance. Oui, ce que nos consultants en fait, qui travaillent dans les SOC corroborent, en fait, hein, il y a une activité assez intense dans les SOC due à ce que disait Ahmed, l'activité de hacking, ce qui fait qu'en effet, les budgets, les projets en termes de cybersécurité ne sont pas, on va dire, ne sont pas ralentis. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une activité qui est, Gérard, plus importante, plus intense, ou aussi intense, en tout cas, sur tout ce qui est activité SOC. Oui, aussi intense, c'est sûr. Il faut revenir peut-être ensuite à l'originalité en fait de cette crise. Et en fait un petit peu spécial, parce que c'est pas une crise cyber en elle-même. Par contre, elle se caractérise par une indisponibilité, on va dire, du système d'information. Non pas parce qu'il est disponible en lui-même, mais ce que disait Emen, c'est-à-dire qu'on a du mal à y accéder massivement en télétravail. Et on a aussi, il faut le préciser, l'indisponibilité des personnes. C'est-à-dire que le phénomène de chômage partiel, etc., on a vu, hein, énormément de personnes qui sont au chômage technique ou partiel, fait qu'on a aussi une indisponibilité des personnes. Et ça joue, en fait, dans les organisations et en termes de cybersécurité. Et est-ce que les organisations étaient prêtes, en fait, par rapport à cette crise sanitaire? D'ailleurs, on peut bien sûr évidemment se poser la question, est-ce qu'elles étaient vraiment préparées à ce genre de scénario qui était improbable? Est-ce Ouais. que voilà. Ouais, alors, de manière générale, ce qu'on constate nous dans nos activités hein, de conseil d'intervention, les sociétés sont pas forcément, il n'y a pas une culture d'entraînement, de préparation et de préparation et de gestion de crise. Ça, c'est une première chose. Ça arrive, il y a énormément plus de budgets qui sont mis sur la sécurité opérationnelle, les outils périmétriques, voilà, mais moins sur une partie, moins dans ce domaine de la gestion de crise. Ça, c'est un premier constat. Et évidemment, l'originalité de cette crise et l'effet brutal, en fait, de cette crise a accentué le fait que, en effet, les sociétés, les organisations se rendent compte qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ce genre de crise. En plus, un petit peu spécial. On verra peut-être par la suite un peu ce que ça donne concrètement. Emen, toi, est-ce que tu as des retours aussi sur ces sujets-là? Sur le fait que les organisations étaient prêtes, et notamment par rapport à la gestion des incidents? Alors aujourd'hui, on avait une première avancée, on va dire, qui était menée par le RGPD. Donc, on a une grande majorité d'organisations qui ont mis en place des dispositifs de gestion de violation de données. Par ailleurs, un dispositif de gestion de violation de données n'est pas un dispositif de gestion de crise. Donc, il y a une première avancée. Par ailleurs, on constate que la grande majorité des organisations n'étaient pas du tout prêtes à un événement aussi sévère que celui-là. Ouais. D'accord. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que
n'y avait pas forcément une préparation et au niveau de la gestion des incidents. Donc il y a un lien, il y a une différence. Bien sûr, il y a un lien un peu entre la notion enfin, de gestion des incidents de sécurité, notamment violation de données, et la gestion de crise. Je peux donner un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'une crise sur 3 est due à un incident de sécurité. Donc, on voit très bien ce lien entre ces deux notions. Il y a aussi enfin, une relation, on va dire, bilatérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des cas où un incident de sécurité, une violation de données aboutit à une crise. L'incident est tellement sévère qu'il génère une crise, mais on a aussi la relation inverse. C'est un peu ce qu'on remarque aujourd'hui. C'est une crise qui aboutit à un incident de sécurité ou à une violation de données. Aujourd'hui, on a une crise sanitaire, ce n'est pas une crise cyber, mais qui a abouti, dans le cas de plusieurs organisations, à des incidents de sécurité, à des violations de données personnelles. Il y a aussi un point qui est très important, c'est l'intégration des dispositifs de gestion des incidents de sécurité, violation de données, dans le dispositif de gestion de crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si j'ai une crise, il va falloir que mon dispositif de gestion des incidents de sécurité, de violation de données, soit opérationnel. Parce que d'un côté, je dois pouvoir me protéger dans cette phase de vulnérabilité, dans cette phase de crise, mais aussi je dois pouvoir répondre à mes obligations réglementaires et légales, notamment sur la notification des violations de données, donc, en cas de violation de données personnelles, mais aussi de la notification, je prends l'exemple des OSE, des opérateurs de services essentiels, qui ont aussi une obligation de notification de l'ANSSI. Donc il y a vraiment une relation très très étroite entre ces notions et très très liée. D'accord. Donc avant de parler de cas extrêmement concrets hein, que vous avez évoqués dans le cadre du sommaire, Gérard, est-ce que peut-être on peut regarder un peu plus en détail en quoi les risques cyber sont-ils vraiment différents de ceux qui existaient avant la crise, puisque il y avait déjà des risques cyber, bien sûr, sécurité, et en quoi ils sont différents en fait maintenant? Oui, tout à fait. En fait, là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, si on peut passer le slide d'ailleurs, on a eu quoi? On a eu comment dire, un télétravail massif et urgent, en fait. Donc une ouverture massive et urgente au télétravail, ce qui a impliqué en fait ce qu'on appelle dans la sécurité opérationnelle une sécurité périmétrique très improvisée. Concrètement, ça veut dire qu'on a autorisé des adresses IP, ouvert des ports, des fois même dans l'urgence on a supprimé ou mis de côté certaines règles au niveau des CIEM, au niveau des firewalls, ce qui fait que c'est par ce biais-là qu'on a connu pas mal de problèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, l'effet brutal du confinement a fait qu'il y a eu des accès au télétravail via les logiciels et matériels non contrôlés, non sécurisés, c'est-à-dire les matériels personnels, soit les smartphones, soit les PC de la maison. Donc je ne parle pas des configurations anciennes, etc. Mais il y a aussi donc des conséquences extrêmement pénalisantes en fait à ça. Plus, en effet, ce que je disais tout à l'heure, l'indisponibilité des personnes due au chômage partiel. Et donc, si on rentre dans des cas très concrets, évidemment, tout ça sous la confidentialité, donc je vais parler un petit peu en termes généraux, mais on va mieux comprendre les choses. Si, par exemple, on a eu, nous, affaire à intervenir durant ces dernières semaines sur deux, trois cas, je vais en citer un ou deux. Le premier, par exemple, c'est le fait que les collaborateurs pouvaient se connecter via leur configuration personnelle, qui utilisaient, par exemple, déjà des VPN non contrôlés. Et donc, l'origine, puisque c'est souvent ça en termes de cybersécurité, l'origine, les IP sources,
était complètement inconnu, en fait, puisqu'il y avait 2 VPN qui s'emboîtaient. Ça veut dire quoi au niveau de la cybersécurité? Ça veut dire que le niveau de doute, c'est-à-dire les règles qui étaient validées en fait au niveau de la sécurité périmétrique, enclenchait en fait un travail de levée de doute qui était beaucoup plus long que d'habitude. Et là, on a le choix, soit on change les règles, soit on met du temps à savoir ce qui se passe. Et ça a été une grande panique dans quelques organisations. Donc il a fallu intervenir et accompagner évidemment les clients pour résoudre ce problème. L'autre situation, c'est tout simplement un manque d'effectifs, donc un travail en sous-effectif. Et donc au moment du swap d'équipe, le changement d'équipe, bah, c'est par exemple des brute force, donc l'action d'un hacker pour découvrir des mots de passe, des brute force qui n'ont pas été traités à temps. Et en cybersécurité, c'est une course contre le temps. Donc, que ce soit une levée de doute plus longue ou un brute force qui n'est pas traité à temps, eh bien, bah, ça laisse des opportunités aux hackers de pénétrer le système d'information. Voilà. Voilà ce qui s'est passé concrètement sur certaines situations. Ce que tu dis, c'est que la raison principale, ou en tout cas les 2 points principaux, c'est vraiment l'aspect donc télétravail et bien sûr toutes les relations que ça génère et donc les trous ou les capacités en fait finalement que trouvent les hackers dans ces sujets-là. Est-ce que tu vois dans tes expériences là qu'on peut partager, est-ce que tu vois d'autres sujets Oui, bien sûr, il y en a eu plusieurs, mais comme l'a dit Ayman, il y a eu plusieurs attaques frontales de ransomware, mais celles qui sont vraiment spécifiques, à part le phishing sur le coronavirus, bien sûr, qui a été systématique, mais celles qui sont vraiment spécifiques à cette crise, c'est vraiment cette question de temps qu'ont exploité en fait les hackers sur la durée de levée de doute et aussi le manque d'effectifs qui a été ensuite qu'il a fallu en fait que les organisations ont ensuite corrigé par rapport aux premières périodes du confinement. Alors donc là effectivement on a parlé d'un ensemble de cas concrets. Bien sûr, on a parlé à l'instant, Gérard, de tout ce qui est manque d'effectifs. Donc, ça veut dire que forcément, pour monter en puissance donc une équipe, une des solutions, c'est de pouvoir identifier un certain nombre de compétences et donc de former ces compétences. Donc là, je me retourne vers Ayman. En fait, à l'heure où on se parle, la crise donc est avancée. Est-ce que c'est pas justement trop tard pour se former à la gestion de crise? Alors, bien sûr que non. Et dans un contexte un peu où l'incertitude est le mot d'ordre, je pense qu'il y a une seule chose dont on est certain, c'est qu'il y aura une autre crise et une autre. Ça reste un phénomène naturel. Et donc, il va falloir se préparer. Donc, il n'est pas trop tard. Par ailleurs, il va falloir rattraper le retard. Donc ça, c'est le point important. De mettre en place ce dispositif de gestion de crise et surtout de le mettre dans une approche basée sur le risque. Aujourd'hui, on a une évolution rapide du risque et donc il va falloir aussi avoir une évolution et une adaptation de ce dispositif de gestion de crise en fonction du risque, d'où l'importance surtout de cette phase d'analyse de risque préalable à la mise en place de tout dispositif de gestion de crise. Un autre point important, c'est par rapport à la formation, c'est d'avoir une formation qui est régulière et qui suit un peu la même cadence de l'évolution du risque. Il n'y a pas une solution un peu toute faite, mais il va falloir adapter ces formations bien sûr au contexte des organisations et à leur profil de risque. D'accord, et donc la question qui se pose forcément, on se la pose aussi, compris dans les auditeurs, c'est qui est-ce qu'on forme en fait, quelles sont les équipes qu'on forme, Gérard par exemple sur ces sujets-là? Oui, juste un mot peut-être sur la partie l'approche gestion de risque qu'a parlé. Mais je pense qu'il y a
Là, par contre, il y a une culture de la gestion de risque dans les organisations. Ce qu'il faut préciser, c'est la culture de la gestion de risque liée à la sécurité de l'information. Ça, c'est important, puisque c'est vrai qu'il y a des grands groupes en général approcher en fait cette gestion de risque de manière générale. Par contre, sur le risque lié à la sécurité de l'information, là, c'est un peu moins récurrent. Sur la partie gestion de risque, il faut former. Je dirais que il faut sensibiliser l'ensemble des collaborateurs et il faut former ceux qui sont vraiment impliqués sur les aspects cybersécurité et gestion de crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut former à tous les niveaux et plus que former, même entraîner. Je crois qu'il y a vraiment 3 niveaux: sensibilisation, formation et entraînement. Et là, il faut faire de l'entraînement à la gestion de crise sur les équipes techniques ou tactiques, donc les personnes qui sont vraiment en première ligne, les équipes SOC en particulier, mais aussi les ingénieurs systèmes et réseaux. Toutes les organisations n'ont pas un SOC, mais ont un service, un département cybersécurité. Ce qu'on appelle les opérations, c'est-à-dire ceux qui vont guider en fait la tactique, donc les infras, la DSI, les RSSI. La partie business, donc toutes les fonctions régaliennes et les fonctions métiers, RH, légal, communication, financière, bien sûr. Et puis la stratégie, le COMEX, qui vont donner les grandes orientations et qui vont prendre des décisions vraiment stratégiques et qui en lien avec les objectifs globaux du groupe. Mais est-ce qu'il y a des compétences? C'est l'ensemble de cette chaîne qu'il faut former et entraîner. Oui, je t'ai coupé. Est-ce que en fait, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il y a des compétences particulières parce qu'on voit que ce que tu dis, c'est qu'il faut former une large palette finalement de personnes dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour être formé à cette gestion de crise? Alors, des compétences particulières, on va dire que je vais tourner la question autrement, c'est-à-dire que la formation et l'entraînement visent essentiellement à acquérir en fait des réflexes de manière à aller le plus vite possible. Encore une fois, en matière de cybersécurité, c'est le temps qui est important. Savoir très vite si on atteint un seuil de déclenchement de crise. L'entraînement va aussi porter sur la communication en interne dans son équipe, dans les cellules, mais aussi la communication intercellule. Et quand je dis la communication, c'est la finesse, la justesse, la fiabilité de la communication. Et donc, c'est ces compétences qu'on va développer, qu'on va entraîner au sein de l'ensemble de ces équipes, en fait, sur tous les niveaux. Okay. J'ai juste un point juste pour souligner un point qui pour moi est très, très important et même crucial, c'est l'importance des soft skills. D'un côté, bien sûr, on a tout le mode opératoire donc, à suivre lors d'une crise. Par ailleurs, l'état d'esprit de la gestion de crise est important et crucial pour la sortie de crise. Et donc, tout ce qui est empathie, tout ce qui est sens de l'écoute et problem solving, c'est des skills qui sont vraiment très importants et qui peuvent faire de la différence. Je veux juste aussi revenir sur un point qui pour moi aussi est intéressant, c'est dans une crise, la prise de décision et aussi la notion de temps, donc la rapidité et l'efficacité de prise de décision sont très importantes. Ça veut dire que pour prendre ces décisions, il faut derrière avoir une information qui est pertinente et de qualité. Et ça refait le lien en réalité avec l'ensemble toute la notion de données, de l'importance de la donnée dans la gestion de crise à travers l'usage de la donnée dans la prise de décision. Donc c'est vraiment un sujet qui est très, très important. Et derrière, il faut avoir vraiment des systèmes de qualité qui sont en place et qui permettent cette prise de décision.
c'était vraiment ces deux notions qui sont vraiment très importantes, c'est les soft skills et donc la prise de décision. Et derrière, comment est-ce que mon système et mon dispositif qui est en place me permet d'avoir la bonne information au bon moment. Donc soft skills, oui, effectivement, ce sont des points importants. Après, là, on peut quand même se faire cette remarque, c'est-à-dire que on est dans une simulation de crise. Est-ce que finalement le fait de simuler une crise ne biaise pas les réactions des personnes, puisque on s'aperçoit que finalement les personnes, les compétences de toute l'entreprise qui sont en simulation de crise pourraient peut-être avoir une réaction très différente. Donc quel est votre point de vue là-dessus, Gérard? Comment tu... Oui, c'est vrai, ça s'appelle l'effet de crise. En effet, on constate. Le stress, c'est pas le même en fait. Exactement, ouais. Ça s'appelle l'effet de crise, l'effet d'exercice, l'effet de crise, l'effet d'exercice, l'effet d'exercice de crise. Et il est d'autant plus important que l'on s'éloigne de la réalité d'une situation réelle de crise. Et donc, pour tout le travail de préparation et tout le savoir-faire en fait d'un bon entraînement à la gestion de crise, c'est en particulier de gommer cet effet exercice. Et on le gomme en proposant des exercices, des entraînements qui soient au plus près de la réalité, d'avoir des scénarios qui sont pertinents, d'avoir des éléments de réalité qui ressemblent plus à des situations réelles, de mettre dans le contexte l'ensemble des équipes, que ce soit dans un contexte technique, métier, même géopolitique, d'asseoir le scénario de crise dans un contexte le plus pertinent possible, et durant l'exercice, pendant l'animation, même mettre la pression nécessaire par l'incertitude, puisque c'est l'apanage d'une crise, c'est en particulier l'incertitude, le manque d'information qu'on a, et donc le pari que l'on doit faire ou les choix que l'on doit faire sans connaître l'ensemble des informations. Eh bien, c'est tous ces éléments qui concourent au fait que l'on va gommer cet effet exercice et qu'on va pouvoir éprouver les réactions, les processus, les outils pendant l'exercice de crise et qu'on va les éprouver au mieux dans cette situation, dans ce genre de situation. Donc c'est vrai, c'est un des enjeux en fait d'exercice de crise, et c'est vrai que par exemple les exercices sur table sont utiles hein, évidemment, mais ne permettent pas d'éprouver de manière très très profonde en fait tous les éléments que constitue un exercice de crise, une crise cyber. D'accord, donc tu as parlé tout à l'heure de cyber-entraînement. Est-ce qu'on peut donc regarder peut-être un peu plus dans le détail sur les quelques minutes là qui nous restent avant de prendre des questions des auditeurs? Qu'est-ce que vous proposez comme formation de cyber-entraînement et à qui ces formations sont destinées et au final, en quoi ça consiste en fait concrètement? Oui, en fait, on va voir deux choses. On va voir en effet cette forme de cyber-entraînement, et puis on va voir comment on l'utilise, pas uniquement pour s'entraîner et augmenter nos compétences et acquérir des réflexes au niveau technique, mais pour pouvoir jouer justement un exercice de crise au plus près du réel. Donc ces cyber-entraînements, ils sont, alors si on peut passer peut-être au slide d'après. Je regarde. Oui, c'est ça. Le slide d'avant, peut-être, juste le slide d'avant. Je ne sais pas si on peut revenir un slide avant. OK. Voilà, celui-là. En fait, on a différentes façons en fait, de s'entraîner à une crise et à une crise technique.
Le premier, c'est ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un entraînement à la cyberdéfense. Et là, on vise à progresser sur la partie gestion de crise technique au niveau collectif. C'est-à-dire qu'on est vraiment en situation de SOC et on met l'accent sur la résolution d'une crise dans une équipe, au niveau collectif, avec des jeux de rôle, avec des outils qui permettent, par exemple, une gestion de la main courante. On alterne les différents rôles et on fait propager vraiment une réelle attaque à chaque fois sur ces sessions d'entraînement. Ça, c'est la partie vraiment entraînement à la cyberdéfense. On a une autre façon de travailler, c'est de travailler sur la partie plutôt individuelle, donc des parcours d'évaluation et de formation et d'entraînement sur ce qu'on appelle des sessions plutôt de challenge, avec des scénarios soit de cyberdéfense, soit de cyberattaque, donc Red Team ou Blue Team. Et puis, on a des formations qui sont mixtes. À chaque fois, en fait, ce qui fait l'apanage de ces sessions-là, c'est qu'on on se s'immerge complètement dans un environnement hyper réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement lui-même nous plonge dans la cybercrise, mais c'est surtout qu'on travaille sur une crise réelle, c'est-à-dire qu'une attaque se propage et on entame les opérations d'identification, d'investigation, de confinement et de remédiation sur un environnement complet, réel. Donc, si on peut passer au slide suivant, qui vous montre un petit peu le type d'environnement dans lequel les participants à la crise se plongent. Donc là, on est vraiment dans la partie crise technique. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas un exercice sur table, l'attaque se propage véritablement dans le système d'information. Sur le slide suivant, on le voit. L'apanage de ce qu'on appelle de ces cyber range, de ces simulateurs d'attaque, c'est qu'on travaille sur un système d'information qui est complètement dédié, complet, avec à la fois des serveurs, des bases de données, des outils périmétriques, des SIEM, des firewalls, etc. Et on travaille comme si on était vraiment dans une crise technique réelle. Donc là, on entraîne toutes les personnes qui sont directement et techniquement liées à la crise technique, donc des SOC, analystes, niveau 2, niveau 3, niveau 1, des ingénieurs systèmes et réseaux, des DevSec, des RSSI, etc. Donc ça, c'est la partie entraînement. Et puis évidemment, sur la partie gestion de crise, on utilise, si on peut passer au slide suivant, on utilise justement ce socle technique qui nous permet ensuite d'éprouver toutes les différentes strates de l'organisation. Et donc, on déploie une crise technique, une attaque, un ransomware par exemple, une filtration de données, sur un environnement technique qui permet ensuite de d'éprouver toute la crise au niveau opératif, business et stratégie. Donc ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, en enchaînant les différents scénarios. Et on a le choix, soit d'utiliser évidemment les plateformes, les CyberRange que l'on maîtrise, soit même si l'organisation est mature, d'utiliser une Red Team. Et là, on se plonge complètement et on est au plus près de la réalité. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne efficacement en fait sur cette gestion de crise, sur tous les différents aspects, c'est-à-dire qu'on aligne les processus, les hommes et les outils sur ces types d'exercices. Voilà ce qu'on propose et c'est assez efficace. On le fait avec de nombreuses organisations là-dessus. D'accord, donc merci pour cette intervention. Donc on passe à la phase, puisque je vois que l'heure avance, donc à la phase questions-réponses. Et donc on a un certain nombre de questions-réponses, enfin surtout des questions pour l'instant. Les réponses, c'est vous qui allez les donner. Donc première question de Sophie: comment se gère une crise cybersécurité type ransomware
Qui faut-il prévenir? Qui faut-il notifier? Faut-il payer les pirates pour récupérer ces informations? Alors, je sais pas qui prend cette réponse, ou les deux, hein, c'est bien sûr, chacun vous pouvez avoir votre avis sur le sujet. Alors, il faut toujours se fier, à l'ANSSI, à la CNIL. Il faut jamais. Le conseil, c'est évidemment de jamais payer. C'est très simple d'ailleurs, parce qu'au niveau technique, rien ne vous garantit que vous retrouverez vos fichiers. D'ailleurs, il y a des sociétés qui ont payé et qui n'ont pas retrouvé l'ensemble de leurs assets. Ça, c'est une première chose. Qui faut-il prévenir? Soit vous avez les capacités en interne de gérer techniquement le ransomware, soit il ne faut pas hésiter à appeler les équipes de l'ANSSI qui peuvent vous aider sur cet aspect-là. Ensuite, comment gérer le ransomware? Ça, c'est des aspects compliqués. Comment dire, il y a peu de chances que vous puissiez décrypter, même si soit c'est un ransomware connu, les indices de compromission, les haches sont connus, et il se peut qu'il y ait des informations pour décrypter des fichiers. Mais en général, c'est plutôt des opérations de backup, etc. Et l'évaluation en fait de la perte de vos informations qui vous guidera dans la remédiation. D'accord, donc il faut résister. Juste un complément par rapport à l'aspect plus protection des données et l'importance d'évaluer l'impact du ransomware sur les droits et libertés des personnes concernées. Parfois, on a tendance à se dire qu'un ransomware a juste un impact business, un impact métier, et oublier un peu la dimension protection des données. Donc, il va falloir vraiment évaluer de manière assez précise quel est l'impact sur les droits et libertés des personnes. Bien sûr, si les données personnelles ont fait l'objet ou ont été ciblées par ce genre d'attaque. Et encore une fois, ne jamais payer. C'est vraiment le mot d'ordre, ne jamais payer la rançon. Ok, donc autre question, quelle démarche pouvez-vous nous recommander par rapport au traitement de la cybercriminalité? Quelle démarche pouvez-vous nous recommander par rapport au traitement de la cybercriminalité? Alors, Tu prends, Gérard? Non, je ne comprends pas bien la question. Je ne sais pas, Emel? Le traitement de la cybercriminalité. Oui, c'est quelle est la démarche, en fait, pouvez-vous nous recommander par rapport au traitement de la cybercriminalité? C'est une question un peu plus orientée sur la méthodologie ou sur la démarche, en fait. Voilà, si on parle de cybercriminalité, enfin, c'est vraiment deux choses différentes entre cybercriminalité, crise et. Je ne sais pas si la question est plus dans le sens paiement des ransomware ou déclaration aux autorités. Je ne sais pas, Gérard, ce que tu en penses, mais la cybercriminalité n'est pas de préciser sa question. Ouais, c'est moins effectivement dans le cœur de la gestion de crise, mais c'est un peu plus global, oui. Autre question, quels sont les facteurs de succès et facteurs d'échec d'une gestion de crise? Alors, les facteurs de succès sont tout ce qui va pouvoir, en fait, tout ce qui va pouvoir faire progresser le plan de gestion de crise. C'est ça les facteurs de succès. Tout ce qui va, en général, il y a dans l'émission, il y a la gestion de crise démarre par un audit du plan de gestion de crise. Soit il est à l'état embryonnaire, soit il est déjà assez mature. Et l'exercice de crise va éprouver ce plan de gestion de crise et va viser à améliorer l'ensemble en fait des éléments de ce plan de gestion de crise. Typiquement,
la précision de la communication, les aspects, faut pas les négliger, les aspects logistiques, la pertinence en fait des seuils que l'on a, des seuils de déclenchement de crise que l'on a définis. Il y a énormément d'aspects comme ça. En fait, une gestion de crise, ça peut couvrir une centaine d'éléments à éprouver, les décalages horaires, les swaps d'équipe, les aspects légaux, les aspects financiers, etc. Et l'exercice de crise, et c'est en phase de préparation, on définit en fait le périmètre et les éléments à éprouver, et les facteurs de succès d'un bon exercice de crise, c'est vraiment ensuite de pouvoir tirer les leçons et améliorer le plan de gestion de crise qui fait foi en fait durant l'exercice. C'est surtout ça. L'autre facteur de succès, on en a parlé, c'est le fait qu'il y ait une adhésion complète des participants dans les différentes cellules. Alors, ça dépend des organisations, il y a des cellules uniques ou différentes cellules. Et l'adhésion complète, c'est par exemple un effet de surprise conséquent, une bonne préparation, le fait de gommer justement l'effet exercice dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je pense, un bon panorama des facteurs de succès sur l'exercice de crise. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, puisque je vois qu'il est 11h41 et on finit à 45. Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous avez d'autres questions, on y répondra aussi par écrit. Donc, une dernière question sur plus orientée plateforme. Quels sont les prérequis pour se former au cyberentraînement? Combien de temps? Combien ça coûte? Alors, les prérequis pour se former au cyberentraînement, il n'y en a pas énormément. Toutes les différentes sessions que l'on propose les plateformes sont en mode SaaS. Donc, il suffit d'avoir une bonne connexion Internet et voilà, quelques PC à peu près à jour. On a besoin de rien d'autre. Donc, on est capable d'organiser des sessions d'entraînement complètement à distance, que ce soit la partie vraiment gestion de crise technique collective ou les challenges que je vous ai présentés. On les organise complètement à distance, sans problème. Évidemment, après le confinement, on peut le faire en présentiel, mais on est capable d'organiser tout ça à distance. Donc, en termes de prérequis, vraiment pas grand-chose. Une bonne connexion Internet, Internet suffit. Ensuite, les prix, ça dépend du type de prestation. Le business model, c'est évidemment sur la partie gestion de crise technique par jour et par personne. On est aux alentours d'à peu près 1800 € prix public par personne et par journée. Sur les parties de challenge, sont des prix bien moindres en fait, puisque c'est par scénario, et en général, par scénario, ça veut dire par demi-journée par personne. Voilà ce que je peux vous dire sur les entraînements. Et ça s'organise de manière très très simple. D'accord, oui, parce qu'on a une question justement sur le coût de la formation. Donc là, tu viens d'y répondre en fait. Oui. J'ai une cinquième question sur effectivement le coût de la formation. Donc c'est ce que tu viens de dire en fait. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Donc il me reste à vous remercier bien sûr Gérard et Emen de cet échange sur la gestion de crise et la cybersécurité. Remercier bien sûr toutes les personnes qui nous ont écoutés et donc suivis ce matin. Et puis évidemment on aura d'autres sessions de webinaires de ce type-là. Et donc on vous souhaite bien sûr une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches avec les mesures de sécurité et les gestes barrières bien sûr qui s'imposent. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci Thierry. Merci Emen. Bye bye. Au revoir.